Trent et un destroyer de classe Harley Burke, l'épine dorsale de la puissance navale américaine dans le golfe Persique. Chacun d'eux, 509 pieds d'acier, 86 cellules de lancement vertical, un canon naval de 5 pouces, 2 systèmes de défense rapprochés Phalanx, 6 tubes lance-torpilles et une sophistication radar capable de suivre simultanément 200 cibles dans toutes les directions. Ensemble, ces 30 et un navire représente une puissance de feu naval supérieure à celle des flottes de surface de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de l'Espagne réunies. Ils sont le bouclier de la présence américaine dans le Golfe, le mur qui se dresse depuis 47 ans entre l'ambition iranienne et le détroit d'Ormuz. L'Iran les a tous coulés en une seule vague. 117 secondes après que le dernier destroyer eut glissé sous la surface du golfe Persique, la voie maritime par laquelle transitent 20 et 1% du pétrole mondial a cessé de respirer. Par ralenti, par restreinte, arrêté, chaque cargo au mouillage entre Bandar Abbas et Kuwait City a coupé ses moteurs au même moment, chaque capitaine de pétrolier dans le golfe d'Oman a fait demi-tour, chaque souscripteur d'assurance maritime à Londres a suspendu la couverture de tout le bassin du golfe Persique dans une directive d'urgence unique publiée à 6h43 GMT. Le golfe Persique, cette artère par laquelle respire l'économie mondiale, est devenu silencieux en 117 secondes. Et ce qui s'est produit ensuite explique pourquoi cette histoire sera étudiée non seulement dans les académies militaires, mais aussi dans chaque faculté d'économie, chaque ministère de l'énergie et chaque banque centrale de la planète pendant toute une génération. Parce que couler 30 et un destroyer a été l'opération militaire la plus réussie sur le plan tactique et la plus catastrophique sur le plan stratégique que l'Iran ait jamais exécutée. Et elle a détruit l'Iran. Vous serez très surpris de comprendre pourquoi le moment où l'Iran a gagné la bataille navale a été précisément le moment où l'Iran a perdu tout le reste. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux que vous gardiez une image en tête. Il y a un homme nommé capitaine Youssouf Rezaei. Il a 52 ans. Il commande le district naval 3 du corps des gardiens de la révolution islamique, responsable des opérations dans le centre du golfe Persique, entre le détroit d'Ormuz et la péninsule du Qatar. Il a servi dans la marine des gardiens de la révolution pendant 28 ans. Il se trouvait à bord d'un bateau d'attaque rapide pendant la guerre des pétroliers de 1927. Il a vu les navires de guerre américains escorter les pétroliers koweïtiens dans le Golfe dans le cadre de l'opération Ernest Will. Et comme jeune officier, il a ressenti une colère qu'il n'a jamais vraiment quittée. Pendant 28 ans, il a vu les destroyers américains patrouiller le Golfe comme s'ils en étaient les propriétaires. Il les a vus intercepter des navires iraniens. Il les a vus escorter des navires que l'Iran avait désignés pour saisie. Il a vu le drapeau américain flotter sur les mâts de navires de guerre, traversant des eaux qui, au plus profond de lui, appartenaient selon lui à la civilisation perse. Le matin de la frappe, le capitaine Rezaei se trouve sur la passerelle d'un navire de commandement des gardiens de la Révolution dans le détroit d'Ormuz, en train d'observer le lancement de la vague. Il voit 30 et une séquence d'attaque distincte s'activer sur son écran tactique. Il voit les véhicules sous-marins autonomes, l'arme navale la plus récente et la plus classifiée de l'Iran, se détacher de leurs sous-marins porteurs et commencer leur trajectoire terminale vers 30 et une position distincte de coques de destroyer. Il voit les missiles anti-navires rasant la surface être lancés simultanément depuis 11 batteries côtières. Il voit les signatures de détonation coordonnées arriver sur son écran en cascade, sur une période de 112 secondes entre le premier impact et le dernier. Il voit 30 et un destroyer américain disparaître de son écran radar un par un. Le capitaine Rezaei a passé 28 ans à attendre ce moment. Debout sur la passerelle de son navire de commandement, avec la lumière de l'aube sur le golfe, il s'autorise à ressentir quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de ressentir auparavant. Il a le sentiment que l'Iran a enfin irrévocablement changé l'équilibre du monde. Là-dessus, il a raison. Mais il se trompe de façon catastrophique sur ce que ce changement signifie. Mais c'est pas la partie la plus choquante. C'est ici que l'histoire devient quelque chose d'inédit, quelque chose qu'aucun stratège naval, aucun économiste et aucun analyste géopolitique sur Terre n'avait pleinement modélisé. Pour comprendre
ce qui s'est passé pendant ces 117 secondes, puis dans les 117 heures qui ont suivi, il faut d'abord comprendre ce que l'Iran croyait avoir accompli. Et pourquoi cette croyance reposait sur une logique militaire si cohérente à l'interne qu'elle a convaincu le guide suprême, le haut commandement des gardiens de la Révolution et chaque membre du Conseil de défense ayant examiné l'opération de l'approuver à l'unanimité. Le golfe Persique n'est pas simplement une étendue d'eau. C'est le secteur maritime de 251 000 km² le plus stratégiquement décisif sur Terre. Par le détroit d'Ormuz, à son extrémité sud-est, un point d'étranglement large d'à peine 33 km dans son chenal navigable le plus étroit, passe chaque jour environ 20 et 1% de la consommation mondiale de pétrole, 17 millions de barils par jour. Les économies du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde, de la Chine et de toute l'Union européenne sont enfilées à travers cette ouverture de 33 km comme sur un seul fil fragile. Tiré sur le fil et les lumières vacillent simultanément sur 3 continents. L'Iran comprenait cela. L'Iran le comprenait depuis 40 ans. La capacité de fermer le détroit d'Ormuz, d'arrêter la respiration de l'économie mondiale, était au cœur de la doctrine de dissuasion iranienne depuis la guerre des pétroliers de 1987. Mais le détroit d'Ormuz n'avait jamais été fermé parce que les destroyers américains qui patrouillaient le Golfe étaient le verrou de la porte. Tant que 31 destroyers Harley Burke opéraient dans le Golfe, le détroit restait ouvert, la marine américaine le garantissait, la marine américaine l'avait toujours garanti. La conclusion de l'Iran, affinée au fil de 12 années de planification navale et de 14, 7 milliards de dollars investis dans une nouvelle génération d'armes navales, était simple. Retirer les destroyers, le verrou disparaît, la porte se ferme, l'économie mondiale perd 7 billions de dollars par mois pour chaque mois où le détroit reste fermé. Les États-Unis, face à une catastrophe économique d'une telle ampleur, acceptent les conditions de l'Iran. Le golfe Persique devient, pour la première fois en 47 ans, un lac iranien. L'arme construite par l'Iran pour retirer les destroyers était véritablement révolutionnaire. Pas les missiles anti-navires. Cela existait depuis des décennies. Pas les bateaux d'attaque rapide, ni les dragueurs de mines. Cela faisait partie de la doctrine navale iranienne depuis les années 1980. L'arme qui a rendu possible le 30 et une destruction simultanée était un système que l'Iran développait depuis 11 ans dans des installations classifiées à Bandar Abbas et à Chabahar. L'Iran l'appelait le Shahab Darya, le météore océanique. C'était un véhicule sous-marin autonome conçu pour fonctionner en essaim pouvant atteindre 50 unités. Chaque unité mesurait 2 mètres de long, pesait 680 kg et transportait une charge creuse de 340 kg. Cette charge était spécifiquement optimisée pour percer la coque d'un destroyer de classe Harley Burke au niveau de la quille, le seul point structurel où une explosion suffisamment puissante provoque une inondation catastrophique plus vite que les équipes de contrôle des avaries ne peuvent réagir. Chaque Shahab, 3-0, était pratiquement indétectable par les sonars conventionnels montés sur coque parce qu'il utilisait un système de propulsion biomimétique, une nageoire caudale ondulante plutôt qu'une hélice, produisant une signature acoustique indiscernable de celle d'un gros poisson à des distances supérieures à 400 mètres. 62 unités Shahab, 3-0 déployés depuis 4 sous-marins porteurs restés posés sur le fond du Golfe pendant 9 jours ont attaqué 30 et un destroyer en paire coordonnée, 2 par navire, l'un pour ouvrir la brèche, l'autre pour garantir la destruction. Le barrage coordonné de missiles de surface, tirés simultanément par 11 batteries côtières, n'était pas conçu pour couler les destroyers. Il était conçu pour occuper chaque opérateur radar, chaque officier d'armement et chaque équipe de contrôle des avaries de la flotte pendant les 90 secondes dont les Shahab 3-0 avaient besoin pour achever leur trajectoire terminale sans être détectés. L'attaque combinée a fonctionné exactement comme les ingénieurs iraniens l'avaient conçu, 30 et un destroyer, 117 secondes. Le verrou du détroit d'Ormuz avait disparu. Le capitaine Rezaïeh avait raison. L'Iran avait changé l'équilibre du monde en 117 secondes.
Ce qu'il ne comprenait pas, ce que le guide suprême ne comprenait pas, ce qu'aucun amiral des gardiens de la Révolution, voyant ses écrans radars s'allumer de confirmation de perte de coque, ne comprenait, c'est que l'équilibre du monde n'est pas déterminé uniquement par la puissance navale. Et le monde que l'Iran venait de créer en 117 secondes n'était pas celui que l'Iran avait planifié. C'était quelque chose que l'Iran n'avait jamais modélisé, jamais simulé en jeu de guerre, jamais imaginé une seule fois en 11 ans de planification. Voici ce qui s'est produit dans les 117 secondes après le naufrage du dernier destroyer. Voici ce que la planification opérationnelle iranienne n'a jamais produit comme résultat. La première chose qui s'est produite a été une fréquence. Une seule fréquence radio chiffrée et automatisée, préprogrammée dans l'architecture de communication navale de chaque bâtiment américain, de chaque base militaire américaine et de chaque plateforme de renseignement américaine dans le théâtre du Golfe Persique. La fréquence a diffusé un seul mot-code. Ce mot-code était Colossus. Il avait été établi en 2020 par une directive de planification opérationnelle classifiée dont l'existence était connue de moins de 80 personnes au sein du gouvernement des États-Unis. Colossus n'était pas un signal de détresse. Ce n'était pas un appel à des renforts. Ce n'était pas un ordre de retraite. Colossus était le code d'autorisation de l'opération Deep Anchor. Un protocole de réponse militaire et économique préplanifié, préautorisé et entièrement automatisé qui s'activait sans exiger une seule décision humaine. Au moment où la perte de 30 et un destroyer a été confirmée par des capteurs automatisés de perte de coque sur les bâtiments survivants, Deep Anchor se trouvait depuis mars 2022 dans les dossiers classifiés de planification opérationnelle du commandement central américain, de la 5e flotte américaine, du Conseil de sécurité nationale, du département du Trésor, de la Réserve fédérale et de l'Agence internationale de l'énergie. Chaque agence avait signé sa composante, chaque autorisation avait été accordée à l'avance. Dès que Colossus a été diffusé, Deep Anchor s'est activé simultanément dans 17 institutions gouvernementales et financières distinctes, sans attendre un appel téléphonique, une réunion ou une décision présidentielle. Ce que Deep Anchor a activé pendant ces 117 secondes n'était pas une réponse militaire. C'était quelque chose que l'Iran n'avait jamais pensé à modéliser, parce que cela n'avait jamais existé auparavant dans l'histoire de la guerre. Deep Anchor a déclenché un isolement complet de la République islamique d'Iran, économique, militaire et infrastructurel, coordonné et simultané. Chaque compte bancaire iranien détenu dans une institution financière connectée au réseau international de paiement SWIFT a été gelé dans les 90 secondes suivant la diffusion de Colossus par des protocoles automatisés du département du Trésor déjà chargés dans l'architecture de sanctions de SWIFT. Chaque pétrolier iranien en mer a été suivi par une constellation prépositionnée de satellites de surveillance. Il a ensuite été intercepté par des sous-marins de la marine américaine opérant hors du Golfe ainsi que dans le Golfe d'Oman et la mer Rouge. Chaque cargo iranien a été arraisonné ou refoulé par des moyens prépositionnés de la garde côtière et de la marine à l'entrée de chaque voie maritime reliant l'Iran au commerce international. Chaque actif financier iranien détenu dans des banques européennes a été gelé simultanément par des protocoles d'urgence préapprouvés entre le Trésor américain et la Banque centrale européenne, négociés, signés et gardés secrets depuis 2023. Et au-dessus de tout cela, il y a eu l'activation simultanée du mécanisme de libération des réserves stratégiques de pétrole de chaque pays membre de l'AIE. Dans les 72 heures suivant la diffusion de Colossus, 4 milliards de barils de réserves stratégiques de pétrole ont été autorisés à être libérés d'urgence sur les marchés mondiaux. Le prix du pétrole, qui avait bondi de 340% dans les 90 minutes suivant la confirmation des naufrages sur les marchés financiers, a atteint un sommet puis a commencé à redescendre dans les 4 heures à mesure que les marchés comprenaient l'ampleur de la libération coordonnée des réserves. Le détroit d'Ormuz était fermé. Cela n'avait plus d'importance. Le monde avait une réponse à un détroit d'Ormuz fermé, une réponse dont l'Iran avait passé 40 ans à supposer qu'elle n'existait pas. L'Iran a fermé la porte du Golfe Persique. Le monde a contourné la porte. Maintenant, regardons précisément ce que les États-Unis et leurs alliés avaient discrètement positionné avant que l'Iran ne lance un seul Shahab Daria.
Parce que ce que les 30 et la destruction du capitaine Rezaï ont activé n'était pas une crise. C'était la réponse stratégique la plus entièrement préarrangée de l'histoire de la guerre navale moderne. Les chiffres sont vertigineux. Et ils avaient été assemblés dans le secret opérationnel le plus complet. 3 groupes aéronavals, l'USS Gerald R. Ford, l'USS Theodore Roosevelt et l'USS Harry S. Truman avait été positionné à l'extérieur du golfe Persique, du golfe d'Oman et du nord de la mer d'Arabie pendant 23 jours avant la frappe. Pas à l'intérieur du golfe, à l'extérieur. Les planificateurs navals iraniens avaient passé 11 ans à construire une arme pour détruire les destroyers à l'intérieur du golfe. Les porte-avions, les plateformes à partir desquelles serait projetée la véritable capacité de frappe de représailles se trouvaient hors de portée opérationnelle de chaque arme navale iranienne à l'intérieur du golfe. Les destroyers à l'intérieur du golfe étaient l'appât. Les porte-avions à l'extérieur étaient le piège. Puissance aérienne combinée des 3 porte-avions, 270 avions de combat. Chacun d'eux déjà chargé de configuration de frappe contre des cibles iraniennes préassignées. Chaque pilote déjà briefé sur chaque cible. Chaque autorisation de largage d'armement déjà accordée dans le cadre de préautorisation de Deep Encore. Au moment où Colossus a été diffusé, ces 270 appareils n'ont pas attendu un nouvel ordre de mission. Ils ont décollé contre des cibles qui leur appartenaient déjà depuis 23 jours. 6 sous-marins de classe Virginia, en plus des 4 sous-marins porteurs qui avaient mené la surveillance du golfe avant la frappe, étaient positionnés dans le golfe d'Oman et la mer Rouge avec un inventaire combiné de 312 missiles de croisière Tomahawk. Chaque Tomahawk avait une cible préassignée. Chaque cible avait été vérifiée par imagerie satellite recueillie la veille au matin. Ils ont tiré dans les 11 minutes suivant Colossus. Non pas parce qu'ils avaient reçu un ordre, mais parce que la préautorisation de Deep Encore était déjà leur ordre depuis 23 jours. 12 bombardiers furtifs, B-2 Spirit en rotation continue depuis Diego Garcia et la base aérienne de Whiteman, le plus important déploiement unique de B-2 à l'extérieur du territoire continental des États-Unis dans l'histoire opérationnelle de cet appareil. Chacun transportait des bombes pénétrantes GBU, 5-7 Massive Ordnance Penetrator, ainsi que des munitions guidées de précision JDAM. La charge d'armement combinée de 12 B2 représente la capacité de détruire 192 cibles durcies dans une seule frappe coordonnée. L'infrastructure navale iranienne, ses abris de sous-marins porteurs à Bandar Abbas, son installation de production du Shahab Daria à Chabahar et ses nœuds de commandement des batteries de missiles côtières avaient été assignés à ces 192 emplacements d'armement depuis 19 jours. Et positionné au-dessus du golfe Persique avant que le premier Shahab Daria ne se détache de son sous-marin porteur, 6 avions de patrouille maritime Futa Poseidon, effectuant des orbites continues de lutte anti-sous-marine, chacun transportant des bouées acoustiques, des torpilles et la capacité de traitement acoustique sous-marin la plus avancée jamais déployée sur un avion de patrouille. Ces 6 appareils suivaient les 4 sous-marins porteurs des gardiens de la Révolution depuis 9 jours. Ils savaient exactement où ces sous-marins reposaient sur le fond du Golfe. Ils attendaient Colossus. Les sous-marins qui avaient livré les unités Shahab Daria ne sont jamais remontés à la surface. Ce détail change tout. Mais c'est ici que l'histoire s'approfondit d'une manière qui dépasse largement le résultat militaire. Elbridge Colby, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour la stratégie et le développement des forces, a décrit ce que l'Iran a accompli pendant ces 117 secondes dans une évaluation classifiée soumise au Conseil de sécurité nationale dans les 72 heures suivant la frappe. Ces mots ont ensuite été résumés dans un document partiellement déclassifié. Il a écrit « L'Iran a exécuté une frappe navale tactiquement parfaite et un acte d'autodestruction stratégiquement parfait. Il a retiré la seule force militaire qui empêchait son isolement complet de l'économie mondiale et a simultanément activé la seule architecture de réponse à laquelle sa puissance militaire n'avait aucune réponse. » Les destroyers étaient la dernière chose qui se dressait entre l'Iran et Deep Encore. L'Iran les a retirés. Il a raison. Et voici pourquoi les implications de ces 117 secondes dépassent de loin l'Iran et dépassent de loin le Golfe Persique. Ce que l'Iran a démontré, c'est que le succès militaire tactique
et la victoire stratégique ne sont pas la même chose. Ils ne sont même pas nécessairement liés. Une force militaire peut exécuter l'opération la plus brillante de son histoire et produire, par cette exécution même, sa défaite stratégique la plus catastrophique. Le rapport entre ce que vous détruisez et ce que vous activez en le détruisant est la question stratégique centrale de la guerre moderne. Et l'Iran, en 117 secondes, a fourni la réponse opérationnelle la plus complète à cette question qu'une armée ait produite dans l'ère post-guerre froide. À Pékin, les planificateurs militaires chinois, qui ont passé 2 décennies à construire une architecture d'interdiction, d'accès et de déni, de zones spécifiquement conçues pour couler les porte-avions et les destroyers américains dans le Pacifique, étudient maintenant chaque détail de ce qui a suivi Colossus. Le scénario chinois concernant Taïwan repose sur une séquence stratégique simple. Couler les porte-avions, faire s'effondrer la projection de puissance américaine dans le Pacifique et faire tomber Taïwan avant l'arrivée des renforts. Ce que les 117 secondes au-dessus du golfe Persique ont démontré, c'est que couler les porte-avions n'est peut être pas le dernier mouvement de la séquence. C'est peut être le mouvement qui active une architecture de réponse préplanifiée que les planificateurs chinois n'ont jamais pleinement modélisée. Chaque jeu de guerre chinois qui se termine avec des porte-avions américains au fond de l'océan et des forces chinoises contrôlant le détroit de Taïwan porte maintenant un point d'interrogation sur son image finale. Quel est le Colossus de la Chine? Qu'est-ce que Pékin active? À Moscou, la doctrine navale russe a toujours inclus des dispositions visant à cibler les groupes de surface américains dans l'Atlantique et en Méditerranée comme phase d'ouverture d'un conflit majeur. La flotte de la mer Noire, la flotte du Nord et la force sous-marine opérant depuis Mourmansk disposent toutes de dossiers de ciblage préassignés contre des groupes de destroyers américains. Les 117 secondes dans le golfe Persique constituent la première démonstration opérationnelle de ce qui arrive à la position stratégique d'une nation lorsque ces dossiers de ciblage réussissent. La Russie se pose maintenant la même question à laquelle l'Iran a répondu avec ses unités Shahab Darya, gagner la bataille navale. Et ensuite, à Pyongyang, Kim Jong-un a misé la survie de son régime sur l'hypothèse que la puissance militaire nord-coréenne crée une enveloppe de dissuasion empêchant une action militaire américaine. Les 117 secondes ont démontré quelque chose que chaque calcul de dissuasion sur Terre doit désormais intégrer. La dissuasion n'est pas déterminée par l'arme que vous construisez. Elle est déterminée par l'architecture de réponse que votre arme active lorsqu'elle réussit. C'est ici que le mur de la réalité entre en jeu. Parce que l'Iran n'a pas seulement coulé 31 destroyers. Il a réalisé le test définitif de la question suivante. Une victoire navale tactique se transforme-t-elle en levier stratégique à l'ère moderne? La réponse livrée en 117 secondes et dans les 17 jours qui ont suivi est désormais enregistrée de façon permanente et opérationnelle. L'onde de choc de ces 117 secondes se propage maintenant dans chaque marine et chaque économie de la région. Examinons les conséquences une par une. Premièrement, l'Arabie Saoudite. Toute l'existence économique de Riyad passe par le golfe Persique. L'installation de traitement d'Abqaiq gère 7% de l'approvisionnement mondial en pétrole. Le terminal de Ras Tanura est le plus grand terminal d'exportation pétrolière sur Terre. Lorsque le détroit d'Ormuz s'est fermé, les revenus d'exportation principaux de l'Arabie Saoudite se sont arrêtés simultanément. Le gouvernement saoudien avait été informé de Dippancor en 2024. Le mécanisme de libération des réserves stratégiques de pétrole, l'architecture d'isolement financier, la force sous-marine prépositionnée. Il comprenait intellectuellement que le monde avait une réponse à un détroit fermé. Ce qu'il n'a pas compris avant les 72 heures suivant la diffusion de Colossus, c'est à quel point le monde contournerait les exportations saoudiennes lorsque la navigation dans le Golfe s'arrêterait. Capacité d'urgence des pipelines par la Turquie, déroutement d'urgence des pétroliers autour du cap de Bonne-Espérance, logistique ferroviaire d'urgence à travers l'Asie centrale. Tout s'est activé en 4-26 heures, réduisant la part de l'Arabie Saoudite dans l'approvisionnement d'urgence et donc son levier dans le monde d'après-frappe. Riyad avait été pendant 47 ans un bénéficiaire passif de la présence des destroyers américains dans le Golfe. En 117 secondes, il a découvert ce que cette présence valait réellement. Deuxièmement, les Émirats arabes unis. L'économie de Dubaï est la plus intégrée au monde arabe.
Un carrefour commercial et logistique de 500 milliards de dollars dont le fonctionnement dépend entièrement de la libre circulation maritime dans le détroit d'Ormuz. La fermeture du détroit n'a pas seulement menacé les exportations pétrolières émiriennes. Elle a menacé chaque porte-conteneur, chaque vraquier et chaque navire commercial qui fait de Dubaï le carrefour commercial du monde de l'océan Indien. La réponse du gouvernement émirien a été la plus rapide et la plus décisive du Golfe. Dans les 48 heures suivant Colossus, les Émirats arabes unis avaient officiellement demandé que l'aviation embarquée américaine utilise l'espace aérien émirien et les bases avancées émiriennes pour toutes les opérations de frappe de représailles. Une demande dont la signification politique ne peut pas être exagérée pour un pays qui avait passé 3 ans à gérer prudemment sa distance avec les opérations militaires américaines directes dans la région. Les 117 secondes ont mis fin à cette gestion. L'économie de Dubaï et l'ambition navale iranienne avaient été placées en concurrence directe. Dubaï a choisi. Troisièmement, le Koweït. Koweït City se trouve à l'extrémité nord du golfe Persique, à environ 200 à 300 km du détroit d'Ormuz. Chaque baril de pétrole koweïtien exporté, chaque porte-conteneur accostant au port de Chouaïk, chaque élément de commerce reliant le Koweït à l'économie mondiale passe par une voie maritime que l'Iran venait de fermer. La réaction du gouvernement koweïtien a été immédiate et elle a été furieuse d'une manière que les conventions diplomatiques du Golfe permettent rarement. L'Assemblée nationale koweïtienne a voté à l'unanimité, un résultat qui ne s'était jamais produit sur une question de sécurité nationale dans l'histoire de l'Assemblée, pour autoriser les forces militaires américaines à mener depuis le territoire koweïtien toutes les opérations nécessaires à la réouverture du détroit d'Ormuz. L'autorisation incluait l'accès aux bases aériennes, le soutien logistique et un addenda classifié dont les modalités n'ont pas été rendues publiques. Mais son effet pratique était visible en 72 heures, des véhicules militaires américains circulant librement dans Koweït City pour prépositionner des installations logistiques qui n'avaient jamais été reconnues publiquement auparavant. Quatrièmement, le Qatar. La relation de Doha avec l'Iran avait été la plus complexe du Golfe. Une relation maintenue par la proximité géographique, les intérêts liés à un champ gazier partagé et une politique qatari délibérée consistant à maintenir des canaux ouverts avec Téhéran, quelle que soit la pression exercée par les autres États du Golfe. Les unités Shahab Darya de l'Iran opéraient depuis des positions dans des eaux bordant les revendications territoriales qataries. Les batteries de missiles côtières iraniennes ayant participé à la frappe coordonnée contre les destroyers américains étaient positionnées sur des îles iraniennes dont la couverture radar s'étendait directement au-dessus de l'espace aérien qatari. Les 117 secondes n'ont pas seulement fermé le détroit d'Ormuz, elles ont placé des systèmes d'armes iraniens en usage opérationnel directement à côté du territoire qatari. La distance que le Qatar avait historiquement maintenue par rapport à la confrontation irano-américaine est tombée à 0 en 117 secondes. Le gouvernement qatari a autorisé l'expansion des forces américaines à l'Udeid à des niveaux qui en ont fait, en 2 semaines, la plus grande base aérienne américaine sur Terre selon le nombre d'appareils déployés. Maintenant, soyons précis sur ce que l'Iran a mal fait. Il y avait 3 erreurs catastrophiques intégrées à l'opération Shahab Darya qui ont fait du résultat stratégique de ces 117 secondes non pas une victoire, mais la plus coûteuse erreur de calcul de l'histoire de 47 ans de la République islamique. La première erreur a été de confondre l'obstacle avec l'opposition. L'Iran a passé 11 ans et 14, 7 milliards de dollars à construire une arme pour retirer les 30 et un destroyer qui se dressait entre l'ambition navale iranienne et le contrôle du golfe Persique. Les destroyers étaient réels, ils étaient redoutables. Les retirer a été un véritable exploit militaire du plus haut niveau. Mais les destroyers n'étaient pas l'opposition. Ils étaient l'expression la plus visible d'une architecture économique et militaire mondiale dont l'Iran n'avait jamais pleinement cartographié la profondeur réelle. Couler les destroyers, c'était comme briser la dent la plus visible d'un piège sans comprendre que le piège avait 47 autres dents. Le piège s'est refermé quand même. L'Iran avait construit l'arme parfaite contre 30 et un navire. Il lui fallait construire une arme parfaite contre l'économie mondiale, le réseau SWIFT, le mécanisme de réserve stratégique de l'AIE, 6 sous-marins de classe Virginia, 12 bombardiers B-2 et 270 avions embarqués simultanément,
Il n'avait aucune de ces armes, il avait le Shahab Darya. La deuxième erreur a été la signature opérationnelle d'un déploiement de 9 jours sur le fond marin, 62 unités Shahab Darya transportées par 4 sous-marins reposant sur le fond du Golfe pendant 9 jours. 9 jours durant lesquels ces sous-marins transmettaient la signature acoustique de grands objets métalliques sur un substrat sableux à 6 avions Futa Poséidon effectuant des orbites de lutte anti-sous-marine au-dessus d'eux. Les analystes américains ont débattu en interne de l'opportunité d'intercepter les sous-marins avant l'attaque. La décision de laisser l'attaque se dérouler et d'activer Dippankor contre un pays qui venait de commettre un acte de guerre sans ambiguïté contre 30 et un bâtiment de la marine américaine a été prise au plus haut niveau du gouvernement américain 12 heures avant que le premier Shahab Darya ne se détache. Les sous-marins iraniens n'étaient pas indétectés. Ils ont été autorisés. L'opération navale parfaite du capitaine Rezaei a été autorisée à réussir parce que la réponse qu'elle activait avait plus de valeur stratégique pour les États-Unis que les 30 et un destroyer qu'elle leur coûtait. La troisième erreur était la plus humaine et la plus ancienne. Le capitaine Rezaei a confondu vengeance et stratégie. Ces 28 années à voir des destroyers américains patrouiller des eaux qu'il croyait appartenir à sa civilisation avaient produit en lui une certitude partagée par ses supérieurs, par le guide suprême et par chaque voix dans la chaîne de décision qui avait approuvé l'opération Shahab Darya. La certitude que retirer ces destroyers restaurait la souveraineté perse sur le golfe Persique. Cette certitude était émotionnelle. Elle était historiquement compréhensible. Elle était stratégiquement fatale. Parce que le golfe Persique n'avait pas été un lac américain pendant 47 ans simplement parce que 30 et un destroyer y étaient ancrés. Il avait été géré par l'Amérique parce que l'économie mondiale avait besoin qu'il soit géré et qu'elle était prête à soutenir financièrement et militairement quiconque le gérait. Retirer les gestionnaires et l'économie mondiale ne livrent pas le Golfe. Elle trouve de nouveaux gestionnaires ou elle active l'architecture de réponse qu'elle a construite précisément pour le jour où les gestionnaires seraient retirés. L'Iran n'a pas libéré le Golfe Persique. L'Iran a découvert, au prix de 30 et un destroyer américain, de la fermeture temporaire de la voie maritime la plus critique du monde et de l'isolement économique complet de la République islamique en 72 heures, que le Golfe n'était pas maintenu ouvert par 30 et un navire. Il était maintenu ouvert par une architecture si profonde et si complète que le retrait de son élément le plus visible a déclenché simultanément tous les autres éléments. Revenons au début, au capitaine Rezaei sur la passerelle de son navire de commandement, observant la lumière de l'aube sur le Golfe, regardant 30 et un destroyer américain sombrer un par un en sang 17 secondes. Il a 28 ans de colère derrière lui, il a devant lui l'attaque navale la plus réussie de l'histoire iranienne, il voit le Golfe devenir silencieux, il voit les pétroliers couper leurs moteurs, il voit les souscripteurs d'assurance maritime à Londres envoyer leurs directives d'urgence à 6h43 GMT. Il voit le Golfe Persique cesser de respirer. Et pendant exactement 117 secondes, il croit que ce qu'il voit est le début de la souveraineté perse sur les eaux perses. Puis, Colossus est diffusé. Puis, Dippankor s'active. Puis, la flambée du prix du pétrole atteint un sommet et commence à reculer, tandis que 1,4 milliard de barils de réserves stratégiques entrent sur le marché. Puis, le système bancaire iranien devient silencieux, alors que chaque connexion SWIFT se coupe simultanément. Puis les filles Poséidon, au-dessus du Golfe, larguent leurs torpilles vers 4 sous-marins porteurs suivis depuis 9 jours. Puis 270 avions embarqués décollent de 3 porte-avions qui n'étaient jamais dans le Golfe. Puis 312 Tomahawk quittent les tubes de lancement de 6 sous-marins dans le Golfe d'Oman. Puis 12 bombardiers B-2 arrivent au-dessus de Bandar Abbas, de Chabahar et de chaque batterie de missiles côtières ayant participé à la frappe coordonnée. Le capitaine Rezaei regarde tout cela sur son écran tactique. Le Golfe qu'il a réduit au silence, le monde qui ne s'est pas arrêté lorsque le Golfe est devenu silencieux, la réponse qui n'avait pas besoin de sa permission,
qui n'avait pas besoin que ces destroyers survivent, qui n'avait pas besoin que le détroit soit ouvert pour arriver avec une force complète, préautorisée et dévastatrice. Il a passé 28 ans à regarder les navires américains patrouiller sa mer. Il a passé 117 secondes à les retirer. Il a passé le reste de sa vie à comprendre ce qu'il retenait. L'Iran avait entrepris de fermer le golfe Persique et d'établir la souveraineté perse sur ses propres eaux pour la première fois en 47 ans. Ce qu'il a découvert, au prix de l'opération navale la plus réussie de son histoire et de la défaite stratégique la plus complète de son existence, c'est que le Golfe n'a jamais été maintenu ouvert par les navires seuls. Il était maintenu ouvert par une architecture d'interdépendance économique, d'isolement financier préplanifié, de forces militaires prépositionnées et de réponses alliées coordonnées, si profonde et si complète que le jour où l'Iran a retiré les navires a été le jour où tous les autres éléments de cette architecture se sont activés simultanément. Et l'Iran a découvert qu'il avait passé 11 ans et 14, 7 milliards de dollars à construire une clé qui ouvrait une porte pour entrer directement dans une pièce dont il n'avait jamais connu l'existence. Le golfe Persique a cessé de respirer pendant 117 secondes. L'Iran a cessé de respirer beaucoup plus longtemps. Les 117 secondes au-dessus du golfe Persique ont réécrit la relation entre puissance navale, levier économique et dissuasion stratégique d'une manière que chaque marine, chaque banque centrale et chaque ministère de l'énergie sur Terre calculent encore. Les conséquences façonneront le golfe Persique, le marché pétrolier mondial et l'architecture de la présence militaire américaine au Moyen-Orient pour une génération. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne. Rendez-vous très bientôt.